La permaculture se diffuse largement en France depuis quelques années, mais cette diffusion va aussi de pair avec la diffusion de plusieurs stéréotypes, de clichés qui desservent la permaculture et donnent une idée fausse de ce qu'elle est. Je prends donc ici le temps de cette vidéo pour faire le point là-dessus. Avant de parler de ces clichés, je pense qu'il est important de repréciser très rapidement tout simplement ce qu'est la permaculture. Je la définis comme l'art de créer des écosystèmes humains durables. Un art de créer, puisque un art c'est de la créativité, c'est de la sensibilité, c'est aussi des connaissances, des savoir-faire, bref tout cela mélangé, c'est aussi une vision du monde, une philosophie, une représentation des choses. Donc il y a une polysémie dans le terme art, ce qui explique le fait que j'utilise pour définir la permaculture. L'art de créer, ça m'amène sur le processus de design, le processus de conception de projet. On va aller de la vision, de l'imaginaire jusqu'à la mise en œuvre concrète en passant par la conception technique. L'art de créer des écosystèmes humains durables. Écosystèmes puisqu'on s'inspire fortement du fonctionnement des écosystèmes naturels, humains en même temps, puisque l'objectif c'est de régénérer la nature comme l'humain. C'est de remettre les deux ensemble et d'apporter une véritable durabilité. Alors durable, ça fait écho à développement durable, mais au-delà de ça, c'est l'idée d'avoir une vision de long terme en permaculture. On n'hésite pas à se projeter à 10 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 100 ans. Donc on va vraiment penser de la vraie durabilité. Et donc écosystème humain durable s'applique aussi bien à des systèmes agricoles, ça on le pense souvent quand on pense permaculture, mais aussi ça s'applique à des habitats, des communautés humaines, des organisations de tout type, etc. etc. Donc ça pour dire que la permaculture est très loin de se résoudre à une méthode agricole ou une méthode de jardinage. Alors allons-y, cliché numéro 1, la permaculture c'est faire des cultures sur but et accessoirement des spirales aromatiques. Le cliché à la vie dure est relayé par de nombreuses vidéos YouTube. Bon, alors c'est vrai que ces deux techniques, culture sur but et spirale aromatique, ont été décrites et développées par Neil Mollison et David Holmgren, les cofondateurs de la permaculture, dans leurs écrits, entre de multiples autres techniques agroécologiques. C'est des techniques qui ont leur pertinence dans certains contextes et qui ne sont pas pertinentes dans d'autres contextes. En plus de ça, c'est extrêmement réducteur. C'est comme si vous réduisiez l'architecture au fait de faire des murs de briques. Ça, c'est être un peu à côté de la plaque. On peut tout à fait faire un jardin en permaculture sans faire de culture sur but et faire des cultures sur but sans être en train de faire de la permaculture. Donc il faut vraiment, à mon sens, décorréler les deux. C'est vraiment un cliché qui est très prégnant, mais qui passe, à mon sens, vraiment à côté de la plaque. Cliché numéro 2, c'est une méthode de jardinage, une méthode agricole. Et non, c'est une vision systémique des choses. On va chercher à apporter une transition écologique globale, et ça s'applique pas seulement aux questions de jardinage et aux questions agricoles, mais ça s'applique sur tous les domaines d'activité. C'est ce qui est représenté ici par la fleur permaculturelle. Ça s'applique donc sur de l'habitat, la technologie, de la foncière, de la gouvernance, des enseignements, la culture, la santé, le bien-être, la finance et l'économie. Bref, tous les domaines d'activité au niveau de la société potentiellement. Bon. Alors, donc le fait de réduire au domaine du jardinage et au domaine agricole, effectivement, c'est très réducteur. Cliché numéro 3, ça serait la même chose à peu près que l'agriculture naturelle. Alors, l'agriculture naturelle, je reprécise, c'est ce courant agroécologique qui a été fondé par le japonais Masanobu Fukuoka, qui, au bout de 30 années d'expérimentation, a diffusé ce courant-là, qui l'a théorisé à partir du début des années 70, via plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre est La Révolution d'un seul brin de paille. Alors, il est vrai que les travaux de Masanobu Fukuoka ont été une source d'inspiration majeure pour Mollison et Holmgren, les cofondateurs de la permaculture. Il n'empêche, agriculture naturelle et permaculture, ce sont deux choses distinctes. Comme on l'a vu précédemment, la permaculture a un champ d'application qui s'étend bien au-delà de l'agriculture. C'est une vision systémique. Alors que l'agriculture naturelle, effectivement, s'applique spécifiquement à l'agriculture. Première chose. Deuxième chose, l'agriculture naturelle est marquée par une vision spirituelle et philosophique qui est très marquée par le taoïsme. Alors, c'est quelque chose qui a inspiré aussi la permaculture, mais n'empêche, il y a des partis pris sur des plans philosophico-spirituels qui sont très forts en agriculture naturelle et qui ne sont pas nécessairement partagés par tous les permaculteurs. Et puis, au niveau technique, l'agriculture naturelle pose un certain nombre de règles très strictes, comme absence totale de labour, absence totale d'engrais, ni organique ni chimique,
absence totale de désherbage. Donc ça pose des règles très strictes qui ne sont pas des règles qui ont été posées par les fondateurs de la permaculture. Donc elles sont propres à l'agriculture naturelle. Donc tout ça pour vous dire que c'est deux courants qui ont une vraie affiliation historique, qui sont fortement compatibles et qui ont de nombreux points communs, mais c'est deux courants bien distincts. Cliché numéro 4, ça se passerait forcément à la campagne, dans des petites maisons dans la prairie. Et ben non, pas forcément. Ça peut tout à fait s'appliquer aussi en ville, et peu importe après des questions de superficie. Vous avez des fermes qui font 300 hectares dans le monde en permaculture, et vous avez des carrés potagers d'1 mètre carré en permaculture. Donc c'est pas une question de superficie. Et ça peut s'appliquer tout à fait en ville. Ça fait le lien avec le développement actuellement en plein boom de l'agriculture urbaine. Mais à un niveau plus sociétal et à un niveau plus global, la permaculture s'applique très bien en ville, et c'est illustré par le mouvement des villes en transition, qui est né au milieu des années 2000 en Angleterre. Donc la figure représentative est Rob Hopkins, professeur de permaculture au départ. Là-dessus, c'est le mouvement donc, des villes en transition. Je vous mets le lien vers le mouvement des villes en transition en France sous la vidéo. Voilà, donc c'est un mouvement qui globalement réfléchit sur une application de la permaculture dans tous les aspects de la société en milieu urbain. Donc c'est pas seulement de l'agriculture urbaine, c'est aussi beaucoup de vivre ensemble, de l'habitat, de l'énergie, etc. Et ici, c'est une cartographie de sites permaculturels à travers le monde. C'est tiré du site permacultureglobal.org. Vous trouvez une carte interactive, je vous mets le lien aussi en dessous de la vidéo. Et quand vous regardez le descriptif de tous ces sites, il y a de nombreux sites qui sont en milieu urbain. Donc encore une fois, oui, la permaculture peut s'appliquer absolument partout, et quelles que soient les conditions d'environnement, que ce soit du sol, en termes de conditions de climat, en termes de conditions globalement physiques. Alors cliché numéro 5, il n'y aurait pas d'utilisation d'énergie fossile et toute mécanisation serait bannie. Non, si vous reprenez les écrits des fondateurs, on revient à la base, les écrits de Bill Mollison et David Holmgren, nulle part ils ne posent ça dans leurs écrits. Et même une très bonne illustration de ça, c'est la ferme permaculturelle de référence mondiale qui est le Krameterhof, créé par Sepp Holzer en Autriche. Et lui, pour former ces magnifiques paysages qu'on voit à gauche, il a utilisé des tractopelles. Donc si, oui, on peut utiliser de l'énergie fossile et de la mécanisation dans les systèmes permaculturels. Et ça peut être tout à fait pertinent dans certains cas de figure. Par exemple, ici, ça aurait été infaisable de mettre en place ces systèmes hydriques sans mécanisation. Bon. Après, si vous ne voulez pas utiliser d'énergie fossile, libre à vous de le faire, mais il n'y a pas intrinsèquement de dogme anti-énergie fossile en permaculture. Après, il est vrai qu'on est dans une optique, on va chercher à minimiser leur utilisation, on va les utiliser vraiment à bon escient, et sur du long terme, on va les utiliser de moins en moins, voire on va être dans une optique où on va chercher à s'en passer, sur du long terme, encore une fois. Donc, important de préciser qu'il n'y a pas de dogme là-dessus. Cliché numéro 6, il y aurait des techniques obligatoires et des techniques interdites en permaculture. Et donc, si on fait du travail superficiel du sol, par exemple, il faudrait forcément passer par des chevaux de trait. Eh bien non, si vous reprenez les écrits des fondateurs, il n'y a pas de technique obligatoire et pas de technique interdite. Il n'y a pas de cahier des charges techniques à respecter en permaculture, comme il n'y a pas de processus de labellisation, comme on peut trouver en agriculture biologique. Après, il est bien certain qu'il y a des techniques qui sont beaucoup plus cohérentes avec l'approche et les principes permaculturels, et des techniques qui ne le sont pas. Évidemment, si vous arrosez votre champ de glyphosate, eh ben, c'est pas cohérent avec les principes permaculturels. Mais il n'y a pas de dogmes techniques qui ont été posés par les fondateurs. Là, ça fait vraiment appel au bon sens et à l'analyse critique de la personne qui met en place et gère un système. Cliché numéro 7, l'argent serait banni du monde permaculturel et toute tentative de monétisation serait effectivement quelque chose à mettre au banc du milieu permaculturel. Là aussi, je vous renvoie sur les écrits des fondateurs, nulle part, ils n'interdisent ou déconseillent l'utilisation de l'argent dans l'absolu. Bon, c'est un sujet qui est très polémique, sur lequel il y a beaucoup de tensions, et c'est donc un sujet sur lequel je ne vais pas m'attarder ici particulièrement, parce que je prendrai le temps de faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là, qui devrait être publiée au mois d'avril. Bon, là-dessus, je vous dirais simplement qu'on a des permaculteurs qui sont intéressés sur l'application des principes permaculturels, donc au domaine économique et au domaine de l'entreprise. Ça peut s'illustrer par les travaux d'Emmanuel Delannoy, qui écrit l'ouvrage Perma-économie, là les références sont dessous la vidéo,
ou de la Suisse Catel Bosser avec son livre Blooming People, manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie, où elle fait tout un parallèle entre la création d'entreprise et le développement d'un jardin, et sur l'état d'esprit, en fait, finalement, derrière, soit la création d'un jardin ou la création d'une entreprise, et comment, finalement, on peut aborder la création d'une entreprise avec un regard permaculturel. Donc, et oui, là-dedans, forcément, on va parler d'argent. Et c'est tout à fait normal. Cliché numéro 8, le mythe du hamac. Je l'appelle comme ça, c'est-à-dire cette idée qu'en permaculture, finalement, on n'a pas grand-chose à faire et il suffit de tendre la main depuis son hamac pour cueillir les fruits de son travail. Bon, le mythe ne vient pas de nulle part. Il est vrai qu'à plusieurs reprises, Bill Mollison s'est exprimé sur ce rêve, cet idéal du hamac où finalement l'être humain n'a quasiment plus aucune opération d'entretien à faire, il n'a plus qu'à récolter les fruits de son travail dans un rêve cornucopien d'abondance. Alors, c'est vrai qu'il y a les systèmes permaculturels globalement cherchent à minimiser l'énergie, cherchent à minimiser l'utilisation de l'énergie, dont l'énergie humaine. Et donc on va toujours avoir cette question de comment est-ce qu'on peut simplifier le travail, et finalement éviter des tâches inutiles. Voilà, par exemple, comme mettre en place des mulches pour limiter le travail de régulation de l'enherbement. Donc c'est vrai qu'il y a un fondement à ce mythe, mais il n'empêche, quand vous mettez en place un système permaculturel, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, de réflexion, puis de mise en place dans tous les cas. Et si on parle de système agricole, eh bien, il n'en reste pas moins que ça reste des systèmes où on doit passer plusieurs dizaines d'heures de travail par semaine pour pouvoir attirer un vrai fruit de son activité. Donc il faut, je pense, vraiment, à mon sens, prendre du recul par rapport à ce mythe. Et cliché numéro 9, pour terminer, ça serait complètement désorganisé, ça serait l'improvisation totale. Bon, alors, j'entends bien que l'esthétique des aménagements permaculturels va souvent à rebrousse-poil de l'esthétique type jardin à la française, où tout est tiré au cordeau, et pas un seul brin d'herbe ne dépasse. Et bien sûr, ça va souvent... c'est vrai qu'il y a des incompréhensions culturelles et générationnelles autour de l'esthétique des aménagements permaculturels, qui sont beaucoup plus, disons, inspirés des jardins à l'anglaise, initialement, qui sont des jardins et des formes beaucoup plus organiques. Il n'empêche, dans des systèmes, vous avez, s'il y a une véritable organisation. Après, tout dépend de la sensibilité du permaculteur. Vous avez des permaculteurs qui apprécient le fait, justement, d'avoir un aspect un peu chaotique, qui considèrent comme plus naturel, et d'autres qui apprécient d'avoir des systèmes beaucoup plus au carré. Ça, c'est une histoire purement de sensibilité. Mais il n'empêche, c'est vraiment un changement aussi de regard sur notre environnement. Mais les craintes, il y a bien de l'organisation derrière tout ça. L'approche permaculturelle est structurée par des principes éthiques, des principes fonctionnels et aussi des principes de conception qui véritablement guident la démarche. Et il y a une véritable méthode de conception, la méthode de design, qui définit tout un processus pour la conception de projet. Donc si, il y a vraiment une méthode, et quand vous prenez les écrits des fondateurs, toujours pareil, ici c'est des extraits de l'introduction à la permaculture de Bill Mollison, vous avez beaucoup de considérations sur l'implantation, les influences climatiques, l'état du sol, les dynamiques écosystémiques, etc. Beaucoup d'éléments scientifiques pour concevoir des systèmes, et donc tout ça est véritablement réfléchi. Quand on fait un travail de design, un vrai travail approfondi, on obtient sur des systèmes qui sont au contraire très organisés. Simplement, ils n'ont pas la tête de systèmes productivistes tels qu'on en a l'habitude. Donc il y a vraiment une différence effectivement d'esthétique, c'est certain, puis après tout dépend de la sensibilité des permaculteurs. Bon, écoutez, c'est tout pour cette petite clarification, à mon sens, vraiment importante sur les clichés qui circulent autour de la permaculture. Moi, je propose des formations, dont certaines déjà d'introduction et de repositionner ce qu'est la permaculture. Je fais du conseil pour des porteurs de projets permaculturels et puis du contenu, dont des livres qui peuvent aider des porteurs de projets. Après, j'ai prévu, courant du mois d'avril 2019, de sortir une formation en ligne gratuite qui s'appellera une rapide introduction à la permaculture et qui repositionnera le b.a.-ba de ce qu'est la permaculture, justement. Voilà, à mon sens, c'est vraiment important de reclarifier et de démasquer tous les clichés qui circulent autour de la permaculture et qui, à mon sens, la desservent plus qu'autre chose. Vous pouvez me filer un petit coup de main financier via Tipeee, quelques euros qui finalement m'aideront à consacrer plus de temps à la réalisation
de vidéos pédagogiques telles celle-ci. Le lien est en dessous si vous voulez m'aider de cette façon. Merci et à bientôt.